dans une période d'hystérie anti-islamiste fabriquée par les néoconservateurs américains, et surtout hystérie haineuse à laquelle collaborent aujourd'hui les gauchistes français et les trotskistes comme Charlie Hebdo, au nom, soi-disant, d'une défense de la laïcité qui est toujours à deux vitesses, parce que je ne les vois jamais critiquer une religion dans les faits infiniment plus dominante que l'islam. Et là, je ne dirais pas le judaïsme pour ne pas m'attirer d'ennui. Je veux dire, pour toutes ces raisons-là, je serais le dernier, moi, à cracher sur l'islam. Voilà. Ce qui ne veut pas dire, 1, que je suis pour l'islamisation de la France, 2, que je vais me convertir à l'islam, 3, que je crois même que l'islam soit notre avenir. Je ne dis pas ça. Je dis qu'il y a bien d'autres choses à faire avant de critiquer l'islam. Et quand nous aurons fait tout ce travail-là, il n'y aura même plus besoin d'en parler. Le problème sera réglé. Tu vois, hein, réglons notre allégeance à l'Amérique. Réglons nos pertes de valeur, réglons certaines dominations ethno-communautaires, et on verra que d'un seul coup, le français musulman est beaucoup un fantasme. Elle est là la future génération, c'est ça qu'ils comprennent pas. Tout ça, tout ce que vous voyez là. Elle est là la future génération, les nouvelles personnes. En 60 ans, j'aimerais bien avoir ma villa, moi, quoi. Ouais, mais tout le monde aimerait bien avoir quelque chose, mais déjà, franchement, moi, j'aimerais bien être. Franchement, l'égalité des chances. C'est passer, être comme tout le monde. Le sexe, la violence, l'argent, la belle vie, le rêve, mais ça, c'est ce qu'ils veulent nous faire montrer. En vrai, moi, je rêve de quoi? J'ai les mêmes rêves que tout le monde. Avoir de l'argent. La famille à l'aise. Voilà, tout le monde est à l'aise, ceux que j'aime bien sont à l'aise. Après qu'on va rester toute notre vie ici, il faut qu'on ait un avenir, faut qu'on va travailler, il faut qu'on se marie, il faut qu'on fasse plaisir à nos parents, il faut qu'on ait des enfants comme tout le monde nous aussi. Après qu'on va passer toute notre vie à raconter notre vie aux journalistes et rester là dans notre ghetto à souffrir tout seul ou quoi. Jamais de la vie, même nous on veut un avenir. Oh. Moi je vois, je l'ai fait, tu vois. À un moment donné, j'essaye de dire les immigrés de banlieue et les Français de souche du prolétariat de banlieue sont victimes de la même manipulation. On les pousse à se haïr horizontalement parce qu'effectivement, c'est une stratégie pour qu'ils ne comprennent pas que le problème est vertical. Une fois même qu'ils ont compris ça, je vois par exemple avec mon dialogue avec les identitaires, il dit « Ouais, mais même si on comprend ça, on a quand même le problème immédiat de la racaille. Et puis de toute façon, va expliquer à un loupard, enfin, à un humilié qui a 18 ans, qu'en fait il faut jouer un billard à 3 bandes, tu vois, et que le mec qui lui crache à la gueule et qui l'insulte, c'est pas lui qui doit donner la gifle, c'est aux bourgeois, si tu veux, du centre-ville. C'est au-dessus de ses capacités, tu vois ce que je veux dire, affectives, pulsionnelles, etc. Donc, tu as du mal à te faire comprendre, même quand tu t'es fait compris, ça sert à rien. Et puis en plus, il y a ceux qui ont une stratégie, effectivement, immédiate, qui se disent, si je tiens un discours complexe comme celui que je te tiens, j'ai personne. Si je dis, on va les casser du bougnoul, j'ai quand même une vingtaine de mecs qui me suivent. Et je peux faire petit chef, tu vois. Le quartier a été totalement bouclé. Cette fois, il est aux mains des pompiers et policiers. Il est 1h du matin. Fin de 5 heures de violence à Aulnay-sous-Bois. Il faut faire attention. En pleine, comment ils appellent ça, garde des banlieues, je ne sais comment. Là. Bientôt, ils vont nous envoyer l'armée dans quelques années. Ils ont peur de leur propre population. On va dire qu'on est français à part entière, sans tout le monde. C'est-à-dire ils ont peur de leur propre pays, de leur propre banlieue. Le fait que le rapport capital-travail existe et qu'il n'est jamais aussi violent ne change rien au fait que la complexification des rapports de classe et cette atomisation, etc., rend très difficile la mise en mouvement du combat de classe. Tu vois, et c'est ça le truc. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, de dire il faut aujourd'hui que les classes moyennes, les petits patrons et les artisans soient solidaires du monde ouvrier. Tu as beaucoup de petits artisans et de petits patrons qui sont très fiers d'être des patrons, qui détestent les ouvriers, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y a eu tout un travail historique et de culture. Et pour qu'à un moment donné, le petit patron se dise je dois être plus proche de mon salarié CGT que du MEDEF, il faut que le mec, on lui ait pratiquement détruit son entreprise par une fusion-acquisition ou par l'économie d'échelle ou la division internationale du travail. Il en prend conscience au moment où il ne sert plus à rien parce qu'il l'a dans le cul. Tu vois ce que je veux dire, tant qu'il l'a pas dans le cul, il est dans l'arrogance totale. Tu vois. Et ça, tu le vois dans les mouvements transcourants, d'ailleurs, comme le Front National, tu vois, où c'est très très difficile de faire prendre conscience que l'ennemi n'est pas à gauche mais qu'il est plutôt à droite. T'as beau faire toutes les démonstrations que tu veux, tu te heurtes
à quelque chose, oui, qu'on appelle la culture de classe, l'héritage de classe, l'arrogance de classe, et cette manipulation par le système, parce que le système est très fort, hein, il appuie partout là où ça fait mal.